Tu perds souvent plus dans ta réaction que dans l'attaque elle-même. Le regard, la remarque, le ton, la provocation, tout cela ne fait pas vraiment le travail. Ce qui te fait tomber, c'est le mouvement intérieur qui part trop vite. À l'instant où tu réagis sans maîtrise, tu cèdes le gouvernail. Et la plupart des gens ne cherchent même pas à te détruire. Ils veulent seulement vérifier où se trouve ton centre. Il y a des gens qui parlent peu, bougent peu, expliquent peu, et pourtant personne ne les pousse trop loin. Ce n'est pas un mystère. Ce n'est pas une question de charisme naturel. Ce n'est même pas toujours une question de force. C'est une question de stabilité lisible. Leur système nerveux n'est pas à disposition du premier venu. Leur visage ne se livre pas à chaque secousse. Leur bouche ne se précipite pas pour défendre une image, corriger une interprétation ou sauver un lien. Ils ont compris quelque chose que beaucoup apprennent trop tard. Celui qui réagit à tout finit par appartenir à tout le monde. Un mot le déplace, un silence le ronge, une critique le désorganise, une absence le trouble, une injustice l'obsède. Et très vite, sa vie intérieure ressemble à une télécommande que les autres manipulent sans effort. Observe une scène banale. Quelqu'un coupe la parole à table. Tu sens la chaleur monter. Tu veux reprendre ton espace. Tu veux montrer que tu as vu. Tu veux corriger. À cet instant, la situation n'est plus sociale. Elle devient neurologique. Ton besoin n'est plus de parler. Ton besoin est de te réparer. Voilà le piège. Dès que la scène touche ton besoin d'être respecté, validé, compris ou réhabilité, tu cesses de lire la dynamique. Tu entres dedans. Et quand tu entres dedans, tu ne diriges plus rien. Tu deviens prévisible. La réactivité donne souvent l'illusion de la puissance. On croit qu'en répondant vite, fort, clairement, on se protège. En réalité, on offre un accès direct à son architecture intérieure. Tu montres ce qui te blesse. Tu révèles ce qui t'énerve. Tu indiques ce qui te fait peur. Tu désignes, sans le vouloir, les portes par lesquelles on peut entrer. Celui qui t'observe n'a même pas besoin d'être brillant. Il lui suffit de noter le délai entre la friction et ta perte de maîtrise. C'est là que beaucoup se font lire comme un texte ouvert. La plupart des humiliations discrètes ne commencent pas par un grand affront. Elles commencent par un test minuscule, un retard sans excuse, un message laissé sans réponse, une plaisanterie un peu trop appuyée, une contradiction publique, une remarque ambiguë devant d'autres personnes. Quelqu'un regarde si tu vas te crisper, te justifier, te disperser, t'excuser, parler trop, te défendre avant même d'avoir été condamné. Beaucoup échouent dès ce moment-là, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à différer leur impulsion. Ils vivent dans le réflexe. Et le réflexe, en matière de pouvoir social, est presque toujours une concession. Le vrai basculement commence quand tu cesses de te demander « comment répondre ?» et que tu commences à te demander « pourquoi est-ce que cette scène veut m'aspirer ?» Là, tu sors du piège. Là, tu reprends de la hauteur. Parce qu'au fond, ce n'est pas la phrase de l'autre qui te possède. C'est la signification que ton système lui donne. Tu n'as pas peur du mot. Tu as peur de ce qu'il réveille. Tu n'as pas mal à cause du ton. Tu as mal à cause de la blessure ancienne que ce ton touche avec précision. Le danger n'est pas seulement à l'extérieur. Il est dans la partie de toi qui demande encore une permission invisible. Il y a chez beaucoup d'adultes une vieille faim qui gouverne encore les interactions présentes. La faim d'être reconnu sans ambiguïté. La faim d'être traité avec justice. La faim de ne pas être mal compris. La faim de ne pas être réduit. Et tant que cette faim reste secrète, elle dicte les réactions. Tu crois répondre à ton collègue. En vérité, tu réponds à une vieille scène où tu n'avais pas la place de te défendre. Tu crois remettre ton partenaire à sa place. En vérité, tu essaies de ne plus revivre le sentiment d'être négligé. Tu crois clarifier un malentendu. En vérité, tu supplies presque pour que ton intention soit enfin vue correctement. C'est pour cela que tant de gens parlent trop dans les conflits. Ils n'essaient pas de résoudre la scène. Ils essaient de réparer une douleur plus ancienne avec les mots du présent. Et c'est précisément ce qui les affaiblit. Parce que le monde social ne récompense pas automatiquement la sincérité émotionnelle. Il observe surtout la structure. Il lit la tenue. Il mesure la densité. Il sent si tu as besoin de convaincre ou si tu peux supporter de ne pas l'être. Quelqu'un qui tient son axe sans chercher à être immédiatement réhabilité devient difficile à manipuler.
Quelqu'un qui supporte le flou, le silence, l'attente, la perception imparfaite des autres. Celui-là change déjà de statut. Il n'est plus un terrain ouvert. Il devient une présence. Il faut être brutal ici. Tout ce à quoi tu réagis avec excès t'a déjà placé en dessous. Pas moralement, dynamiquement. Celui qui t'agite dirige le rythme. Celui qui te déclenche impose le tempo. Celui qui décide quand tu sors de ton centre décide déjà de la forme de la relation. Même si tu as raison. Même si l'autre est injuste. Même si tu peux prouver chaque détail. Le pouvoir ne se lit pas seulement dans les arguments. Il se lit dans la capacité à ne pas être déplacé. Regarde ce qui se passe au travail. Réunion tendue. Quelqu'un reformule ton idée comme si elle venait de lui. Beaucoup répondent aussitôt, un peu trop vite, avec une pointe d'agacement. Ils veulent rétablir les faits. Ils veulent reprendre le crédit. Mais leur visage a déjà parlé. Ils ont été touchés. Un autre profil remarque la même chose et ne se précipite pas. Il laisse un silence propre. Puis, plus tard, au bon moment, avec une phrase courte, il recadre sans nervosité. Il ne se défend pas. Il repositionne. Toute la différence est là. L'un a réagi, l'autre a choisi. L'un a été saisi par la scène. L'autre a laissé la scène se révéler avant d'intervenir. Cette différence paraît subtile. Elle change pourtant toute la perception. La réactivité émotionnelle est une fuite déguisée. On la confond avec la franchise, la spontanéité, l'authenticité. En vérité, elle sert souvent à éviter une chose plus difficile. Contenir la tension sans se raconter immédiatement une histoire. Supporter quelques secondes de feu intérieur sans lui donner une voix. Ne pas courir pour combler le vide. Ne pas se jeter dans la défense comme dans une cachette. Beaucoup parlent non parce qu'ils ont quelque chose à dire, mais parce qu'ils ne supportent pas l'état interne créé par la scène. Ils utilisent moins les mots pour se calmer. Et dès que les mots servent à ça, ils deviennent faibles. Il y a un exercice silencieux que presque personne n'enseigne. Sentir la poussée de réaction, la reconnaître, et ne pas lui donner de forme tout de suite. Pas la refouler. Pas la nier. La tenir. Laisser la chaleur exister sans la transformer en geste, en ton, en justification, en message, en décision. C'est une discipline presque physique. Au début, elle semble contre nature. Puis elle devient une arme. Non parce qu'elle te rend froid au sens théâtral, mais parce qu'elle retire aux autres l'accès immédiat à ton centre. Ce retrait change tout. Quand les gens ne savent plus exactement ce qu'ils provoquent en toi, ils perdent une partie de leur pouvoir. Quand ils ne peuvent plus lire en direct ce qui t'atteint, ils hésitent davantage. Quand tu cesses de rendre visible chaque micro-blessure, tu récupères quelque chose de rare, la souveraineté de ton tempo. Tu n'es plus obligé de répondre à l'instant où l'autre l'exige. Tu reviens à un principe simple et redoutable. Je ne réagis pas à la seconde où l'on me touche. Je regarde d'abord ce qui cherche à me faire bouger. C'est là que commence la maîtrise. Pas dans l'absence d'émotion, dans la propriété du délai. Le deuxième piège est plus discret. Même quand tu ne réagis pas ouvertement, il est possible que tu continues à réagir intérieurement pendant des heures. Tu ne réponds pas au message, mais tu y penses 10 fois. Tu gardes le silence au bureau, mais tu rejoues la scène toute la nuit. Tu parais calme, mais ton monde intérieur est déjà envahi. Beaucoup prennent cela pour de la maîtrise. Ce n'en est pas. C'est simplement de la réactivité différée. Le théâtre n'a pas lieu dehors, il a lieu dedans. Et tant qu'il a lieu, l'autre occupe encore l'espace. La vraie maîtrise n'est pas seulement comportementale. Elle exige une hygiène de perception. Tu dois apprendre à ne pas accorder à chaque événement une valeur totale sur ton identité. Tout le monde n'est pas en train de te juger de façon définitive. Tout silence n'est pas un rejet. Toute contradiction n'est pas une attaque. Toute provocation n'exige pas un duel. Il y a des gens qui vivent dans une interprétation permanente. Ils surchargent chaque geste d'une signification personnelle. Ils prennent tout comme un commentaire sur leur valeur. Ce sont des proies idéales pour les jeux de pouvoir, parce qu'il suffit de toucher leur image pour prendre le contrôle. La question centrale n'est donc pas « Comment devenir impassible ?» La vraie question est « Qu'est-ce qui en toi donne autant de prix au regard immédiat des autres ?» Pourquoi certaines scènes te font-elles perdre autant de place intérieure? Pourquoi un ton, une absence, une critique, une contradiction, une attente, une légère condescendance prennent-elles parfois une taille presque métaphysique? Il faut descendre là. Sans ce travail,
toute maîtrise restera cosmétique. Souvent, la racine est ancienne. L'enfant qui devait bien se comporter pour garder le lien, l'adolescent qui s'est construit autour du regard des autres, l'adulte qui confond encore valeur personnelle et approbation sociale. Dès qu'une scène actuelle effleure cette vieille construction, la réaction part. Tu n'essaies pas seulement de gagner l'échange. Tu essaies de ne pas retomber dans une sensation archaïque d'insuffisance, d'exclusion ou de honte. C'est pour cela que certaines remarques apparemment banales font exploser des personnes très fonctionnelles. Ce n'est pas la remarque, c'est le vieux système qu'elle active. Comprendre cela n'est pas une invitation à devenir tendre avec sa faiblesse. C'est une invitation à devenir lucide avec sa mécanique. Tu ne changes pas ce que tu romanticises. Tu ne changes pas ce que tu maquilles en fort caractère. Beaucoup ne sont pas francs. Ils sont déclenchables. Beaucoup ne sont pas passionnés. Ils sont dépendants de la validation. Beaucoup ne sont pas authentiques. Ils sont incapables de tenir un inconfort sans verbaliser. Les mots flatteront peut-être leur image. La réalité, elle, reste la même. Leur centre est poreux. À partir de là, 3 mouvements deviennent essentiels. Le premier est de ralentir le passage entre stimulus et expression. Quand quelqu'un te pique, ne cherche pas d'abord la bonne phrase. Cherche d'abord à neutraliser l'automatisme. Respire bas. Rends-toi 2 secondes. Regarde la scène comme si elle impliquait 2 autres personnes. Tu verras quelque chose d'étrange. La plupart des attaques perdent déjà de leur pouvoir quand tu ne les traites plus comme une urgence identitaire. Beaucoup de gens comptent sur ta précipitation. Ils espèrent le petit tremblement, la phrase trop rapide, le ton défensif, le besoin d'expliquer. Retire cela, et soudain leur manœuvre paraît plus petite. Le deuxième mouvement est d'abandonner l'obsession d'être compris immédiatement. C'est une dépendance très coûteuse. Dès que tu as besoin que l'autre reconnaisse tout de suite ta bonne intention, ton honnêteté ou ta légitimité, tu n'es plus libre. Tu deviens négociable. Tu multiplies les explications. Tu cherches la formule parfaite. Tu t'épuises à corriger la perception. C'est une forme de mendicité élégante. Il faut pouvoir supporter d'être momentanément mal lu sans courir après la réparation. Ce n'est pas agréable. C'est puissant. Imagine une dispute de couple. L'autre t'accuse de froideur parce que tu n'as pas répondu comme attendu. Ton réflexe habituel, expliquer en détail ta fatigue, ton stress, ton intention, tes nuances, ton histoire, tout ce qui prouve que tu n'es pas celui qu'on décrit. Résultat, tu es déjà en poursuite. Tu cours après une image correcte de toi. Une autre posture existe. Écoutez. Laissez la charge retomber. Répondre plus tard, moins, mieux. Non pour punir, pour ne pas entrer dans un procès fabriqué à chaud. Cela demande une force que beaucoup n'ont pas. La force de ne pas s'innocenter tout de suite. Le troisième mouvement est de cesser de considérer le calme comme une perte de terrain. Beaucoup croient qu'en ne réagissant pas immédiatement, ils laissent repasser. Faux. Tout dépend de ce que tu fais du silence. Il existe un silence de soumission, oui, mais il existe aussi un silence de lecture, un silence de maîtrise, un silence qui ne concède rien et qui attend simplement le meilleur angle. Le problème, c'est que les gens qui vivent dans la réactivité ne connaissent qu'un seul type de silence, celui qui leur rappelle leur impuissance passée. Alors ils le fuient. Ils parlent pour ne pas revivre ça. Et ils s'enchaînent eux-mêmes. Il faut rééduquer ton rapport au silence. Quand une tension surgit, ne traite plus le vide comme un danger. Traite-le comme un terrain de renseignement. Qui s'agite, qui remplit, qui insiste, qui supporte mal de ne pas obtenir tout de suite ta réponse. Le silence révèle des choses que la conversation masque. Il expose les impatiences, les dépendances, les stratégies pauvres. Celui qui tient le silence proprement voit davantage, et celui qui voit davantage se fait rarement dominer par la scène. Il y a aussi cette vérité inconfortable. Beaucoup de provocations ne cherchent pas une réponse intelligente. Elles cherchent une perte de centre. Une mère qui te parle comme à un enfant malgré ton âge. Un collègue qui ironise sur ton retard une seule fois mais devant les bonnes personnes. Un ami qui franchit une limite sous couvert d'humour. Un inconnu qui hausse le ton dans une négociation. Tous ne demandent pas forcément un argument. Certains demandent seulement « Vas-tu me montrer où te toucher ?» Si tu réponds avec l'ensemble de ton système émotionnel, tu dis oui. La maîtrise intérieure change alors de nature. Elle n'est plus seulement une qualité morale. Elle devient une stratégie de conservation de valeur.
Chaque fois que tu évites une réaction inutile, tu retires au monde une information sur toi. Chaque fois que tu choisis ton moment plutôt que de subir celui de l'autre, tu récupères du levier. Chaque fois que tu laisses une accusation incomplète sans te précipiter pour la nettoyer, tu testes qui veut vraiment comprendre et qui cherchait seulement ton mouvement. C'est cela, l'opacité saine. Pas mentir, ne pas tout offrir. Mais il faut aller plus loin, parce qu'on peut facilement faire semblant de devenir stratégique alors qu'on est seulement devenu fermé, amer, crispé. Le but n'est pas de devenir un mur nerveux. Le but est de devenir difficile à déplacer sans devenir difficile à vivre. Nuance décisive. La vraie maîtrise ne sent pas la rancune, elle sent la densité. Quelqu'un de vraiment centré n'a pas besoin de jouer le mystère. Son économie émotionnelle suffit. Il ne donne pas tout, il ne réagit pas à tout. Il n'essaie pas d'impressionner avec son détachement. Il est simplement moins disponible à la capture. Il faut aussi accepter que certaines personnes s'éloignent quand tu cesses d'être facilement réactif, parce qu'elles ne te voulaient pas vraiment stable. Elles te voulaient accessible. Elles ne te voulaient pas souverain. Elles te voulaient lisible, rassurant, mobilisable. Dès que tu arrêtes de fournir ces prises, elles parlent de froideur, d'orgueil, de distance, de changement. Très bien. Tout repositionnement a un prix. Quand tu récupères ton centre, tu déranges ceux qui vivaient de ta perméabilité. Tu verras alors apparaître un phénomène intéressant. Là où tu pensais perdre du lien, tu gagnes souvent du respect. Pas partout. Pas chez tout le monde. Mais chez ceux qui sentent les structures, oui. Parce qu'une personne qui ne s'excite pas à chaque friction, qui ne cherche pas à être blanchie à chaque accusation, qui ne se justifie pas compulsivement, qui ne confond pas sincérité et exposition, cette personne commence à projeter autre chose, une forme de gravité. Et la gravité influence sans bruit. Reste un dernier point, peut-être le plus important. Beaucoup veulent apprendre à moins réagir pour mieux contrôler les autres. Mauvaise porte d'entrée. Elle finit par te rendre artificiel. La vraie raison d'apprendre cela, c'est pour ne plus être gouverné de l'extérieur. Pour redevenir propriétaire de ta respiration, de ton timing, de tes mots, de tes silences. Pour ne plus offrir ton système à chaque perturbation. Pour pouvoir traverser le monde sans être continuellement siphonné par des scènes secondaires. Le bénéfice social viendra. Le respect viendra. L'influence viendra souvent. Mais ils viennent comme effet, pas comme obsession. Alors entraîne-toi dans le réel, pas dans des théories propres. Dans des scènes ordinaires, un message provoquant, une remarque sèche, une injustice légère, un regard qui cherche à te réduire. Commence petit, n'explique pas tout, ne corrige pas tout, ne répare pas tout, regarde ce qui monte, sens ce qui réclame l'expression immédiate, puis garde la main. Tu découvriras vite une chose. Ce qui te semblait insupportable était souvent seulement inhabituel. Tu pouvais le contenir, tu pouvais le lire, tu pouvais survivre sans répondre tout de suite. Et plus tu fais cela, plus quelque chose en toi change de forme. Tu n'es plus le personnage nerveux qui défend sa valeur à chaque coin de phrase. Tu deviens l'endroit où la tension vient se casser sans te traverser entièrement. Tu deviens plus rare dans ta réaction, donc plus lourd dans ta présence. On te lit moins. On te déplace moins. On te teste différemment. Parfois, on ne te teste plus du tout. Ce n'est pas de la froideur. C'est une reprise de souveraineté. À partir d'aujourd'hui, ne te demande plus seulement ce que tu vas répondre. Demande-toi qui parle en toi quand tu brûles d'intervenir. Si c'est la vieille blessure, t'es là. Si c'est la lucidité, attends-la. Ton pouvoir commence peut-être exactement là, dans ce moment où tu sens la réaction monter, et où, pour la première fois, tu ne lui obéis plus.